Vivre en cherchant une validation externe, c'est comme respirer avec un réservoir emprunté. Tôt ou tard, il se vide et te laisse sans air. Chaque fois que tu attends que les autres t'applaudissent, qu'ils t'approuvent ou qu'ils reconnaissent ton effort, tu cèdes le contrôle de ta vie. Et quand cette reconnaissance n'arrive pas, tu te sens vide, fragile et à la dérive. C'est le prix à payer pour vivre en dépendant du regard des autres. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le rejet, la solitude et l'incompréhension ne sont pas des ennemis mais des portes qui te poussent dans la seule direction qui compte, vers l'intérieur de toi-même. La société t'a programmé pour croire que sans approbation tu ne vaux rien, que sans compagnie tu es incomplet, que sans être compris tu es perdu. Mais la vérité est autre. La véritable force naît lorsque tu apprends à te soutenir sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Accepter cela n'est pas confortable. Cela signifie affronter des silences qui font mal, accepter des regards qui jugent et supporter des rejets qui brûlent. Mais c'est dans ce feu que se forge la discipline, la clarté et l'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de comprendre que le pouvoir de ta vie ne peut plus dépendre d'applaudissements volatiles. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Cette vidéo n'est pas pour plaire, elle est pour ouvrir les yeux. Ici, tu ne vas pas entendre de belles phrases conçues pour te rassurer. Ici, tu vas trouver un rappel brutal. Si tu continues à vivre en fonction de la validation externe, tu resteras esclave. Mais si tu oses la laisser derrière toi, tu découvriras qu'en toi existe une force qui ne se brise ni avec le rejet, ni avec la solitude, ni avec l'incompréhension. Reste jusqu'à la fin. Car ici, je te donnerai 8 attitudes stoïciennes qui ne sont pas théoriques, mais des pratiques concrètes pour couper la dépendance à l'approbation des autres et construire un pouvoir silencieux, fort et inébranlable. 1. Valide ta vie de l'intérieur. Un arbre qui pousse au sommet d'une montagne ne demande pas la permission au vent de le soutenir, ni ne supplie le soleil de l'admirer. Il étend simplement ses racines en silence, tire sa force de la terre et se dresse fermement contre la tempête. Cet arbre ne cherche pas de validation. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'applaudisse pour grandir, car il sait que sa force vient de l'intérieur. Il en va de même pour ta vie, si tu veux cesser de vivre enchaîné à l'approbation externe. Tant que tu continues à mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres disent ou taisent, tu construis ton identité sur un terrain fragile qui s'effondre à la moindre parole de rejet. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la reconnaissance, une bonne note à l'école, un signe d'approbation des parents, un éloge des amis. Petit à petit, sans nous en rendre compte, cette quête devient une addiction. Tu commences à dépendre des regards, des commentaires et des gestes qui valident chaque pas que tu fais. Et lorsque cette validation n'apparaît pas, le vide s'ouvre comme un abîme sous tes pieds. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce besoin ne finit jamais, car l'approbation externe est un puits sans fond. Même si tu reçois des applaudissements aujourd'hui, demain tu ressentiras à nouveau le même vide, cherchant désespérément une autre reconnaissance pour combler le silence intérieur. Valider ta vie de l'intérieur signifie rompre avec ce cycle. Cela signifie arrêter de mendier ce que seul toi peut te donner. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de fermer les oreilles à tout conseil, mais de reconnaître que ta valeur ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi volatile que l'opinion des autres. Quel sens y a-t-il à être esclave des humeurs des autres? Aujourd'hui, ils peuvent te célébrer, demain, ils peuvent te mépriser, et si ton identité se construit sur ces oscillations, tu ne seras jamais maître de toi-même. La véritable force réside dans le fait que, même si personne ne t'applaudit, tu sais que ton effort a du sens, que, même si personne ne comprend ton chemin, tu le parcours avec fermeté parce que tu sais pourquoi tu l'as choisi. La validation interne ne se construit pas d'un coup, elle se cultive par des actes petits et constants. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu votes pour ta propre confiance. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans attendre l'approbation des autres, tu élèves un pilier de ta propre force.
Tu n'as pas besoin de crier au monde ce que tu vaux. Tu as besoin de le prouver en silence à travers ta discipline, ta cohérence et ta capacité à te soutenir même en solitude. Ce processus est difficile car il oblige à affronter l'inconfort de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté. Regarde autour de toi. La plupart vivent comme des feuilles emportées par le vent des opinions. Ils changent de cap en fonction de ce que les autres attendent. Ils s'effondrent face à une critique et cherchent constamment l'approbation pour se sentir vivant. Tu ne peux pas te permettre de continuer à jouer à ce jeu si tu veux être fort. Tu dois décider que ta vie est validée par ton propre jugement, pas par les applaudissements des autres. À quoi bon être applaudi par tous si tu sais toi-même que tu trahis ce que tu veux vraiment? À quoi bon être reconnu si tu te consumes en silence à l'intérieur parce que tu ne vis pas selon ta vérité? Valider ta vie de l'intérieur est une déclaration d'indépendance. C'est regarder dans le miroir et ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre confirme ce que tu vois. C'est marcher avec la certitude que ta valeur ne fluctue pas avec le regard des autres. C'est te soutenir, même si personne ne te reconnaît. 2. Transforme la solitude en ta force. Les montagnes les plus imposantes ne se dressent pas au milieu des foules. Elles s'élèvent en silence, loin du bruit, dans des paysages où la solitude est reine. La solitude n'est pas un vide à craindre, c'est un terrain fertile, qui, si tu sais l'habiter, te permet de grandir avec des racines plus profondes que n'importe quelle compagnie éphémère. Le problème est que l'on nous a appris à la voir comme une condamnation, comme un signe d'échec ou d'isolement. C'est pourquoi beaucoup fuient désespérément vers n'importe quel bruit, n'importe quelle distraction ou n'importe quelle relation afin de ne pas l'affronter. Cependant, celui qui ose rester dans la solitude découvre qu'il n'y a pas de punition en elle, il y a du pouvoir. Pour transformer la solitude en force, la première chose est de cesser de la voir comme un espace de manque et de commencer à la traiter comme un champ d'entraînement. Ce n'est pas la même chose d'être seul que de se sentir vide. Être seul est une circonstance, se sentir vide est une décision qui naît de l'incapacité à donner du sens à ton propre temps. Quand tu apprends à remplir cet espace avec discipline, réflexion et action consciente, tu cesses de le craindre et commences à en profiter. Le deuxième conseil est d'apprendre à écouter ta propre voix sans peur. Le bruit de la société est constant et souvent tu préfères le suivre parce que faire face à ce que tu portes en toi peut être inconfortable. La solitude t'enlève les distractions et te laisse face à toi-même. C'est l'opportunité que tu dois saisir. Écrire tes pensées, méditer quelques minutes ou simplement t'asseoir en silence sont des actes petits mais puissants. Tu découvriras qu'en toi, il y a des réponses qui n'apparaissent jamais dans la foule, parce qu'elles n'émergent que lorsque tu n'as personne à impressionner ni à défendre. Une autre étape fondamentale est de créer des rituels dans tes moments de solitude. Il ne s'agit pas de t'enfermer sans but, mais de donner une structure à cet espace. Te lever tôt et utiliser ces minutes sans interruption pour planifier ta journée, lire, t'entraîner ou réfléchir, crée une habitude qui renforce l'esprit. Quand tu fais de la solitude un terrain d'entraînement constant, tu cesses de la voir comme un ennemi. Tu te rends compte que c'est le seul endroit où personne ne te distrait de ton but et où tu peux travailler sans la pression des attentes des autres. Le quatrième conseil est de ne pas confondre solitude avec isolement permanent. L'idée n'est pas de vivre enfermé en toi-même, mais d'utiliser ces espaces comme des ancres pour ne pas dépendre des autres. Quand tu sors dans le monde après t'être entraîné dans ta solitude, ta présence change. Tu ne cherches plus désespérément l'approbation, parce que tu sais te soutenir sans elle. Tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie, parce que tu as appris à apprécier la tienne. La solitude t'apprend à mieux choisir les personnes avec qui tu partages, parce que tu ne pars plus de la peur d'être seul, mais de la clarté que ta compagnie suffit. Enfin, tu dois comprendre que la solitude révèle des vérités que le bruit cache. Si tu es mal à l'aise d'être seul, c'est parce que tu n'as pas encore fait la paix avec des parties de toi que tu préfères ignorer. Affronte-les, intègre-les, travaille-les. C'est l'essence du processus stoïcien.
Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme outil de transformation. La solitude peut te montrer tes faiblesses, mais c'est aussi l'endroit où tu les transformes en force. Quand tu apprends à marcher accompagné de toi-même, le rejet cesse de faire peur, l'incompréhension perd du poids et le besoin de validation externe se dilue. Parce que tu comprends que tu n'es jamais vraiment seul, tu es toujours avec toi, et si tu sais te soutenir, cela suffit. 3. Fais du rejet ta boussole. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de la façon dont tu l'approches. Le rejet est ce feu. Il brûle, il dérange et il fait mal quand tu ne comprends pas son but, mais il devient un guide quand tu apprends à le regarder avec d'autres yeux. Chaque fois que quelqu'un te ferme une porte, tu as deux options. Te lamenter parce qu'on ne t'a pas laissé entrer ou comprendre que ce chemin n'était pas le tien. Le rejet n'est pas un signe que tu ne vaux rien, c'est un signe que tu as besoin d'ajuster ta route. La première chose est d'accepter que peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas toujours approuvé. Tu peux te donner à fond et pourtant, il y aura toujours ceux qui ne voient pas ta valeur. C'est la réalité. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est une partie de la vie. L'erreur est de prendre chaque non comme une sentence définitive. Quand quelqu'un te rejette, tout ce qu'il fait, c'est te le montrer de son point de vue, et ta valeur ne dépend pas d'un jugement externe. La pratique stoïcienne enseigne à ne pas donner de pouvoir à ce que tu ne contrôles pas, et l'opinion des autres est exactement cela, un terrain étranger. Le conseil ici est simple. Arrête d'interpréter le rejet comme une perte et commence à l'utiliser comme une carte pour rediriger ton énergie là où elle appartient vraiment. Le deuxième conseil est de voir le rejet comme un filtre. Chaque non élimine un chemin qui n'était pas destiné à te renforcer. Chaque personne qui te rejette, chaque opportunité qui se ferme, te fait gagner du temps et t'épargne de l'usure dans quelque chose qui aurait drainé plus qu'il n'aurait apporté. Fais une liste des fois où le rejet t'a fait mal sur le moment, mais avec le temps, c'est transformé en bénédiction. Tu verras que beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais ont été précisément celles qui t'ont mené là où tu devais être. Cette pratique t'entraîne à voir le rejet avec gratitude, pas avec ressentiment. Le troisième conseil est de transformer la blessure en élan. Le rejet fait mal parce qu'il blesse l'ego, et l'ego veut toujours être reconnu. La prochaine fois que tu ressens cette piqûre, au lieu de chercher une validation immédiate, assieds-toi avec ce malaise et utilise-le comme moteur. Demande-toi, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que cette situation me montre sur moi-même? Le rejet est un maître, même s'il parle d'une voix dure. Écoute-le et transforme-le en carburant pour ta discipline. Laisse chaque non te pousser à élever ton standard, pas à diminuer ta confiance. Le quatrième conseil est de ne pas personnaliser ce qui n'est pas entre tes mains. Quand quelqu'un te rejette, souvent ce n'est pas à propos de toi, mais de ses propres limites, peurs ou attentes. Cependant, la tendance naturelle est de penser que le rejet définit ta valeur. Ici, tu dois appliquer un rappel ferme. Ta valeur ne fluctue pas avec les jugements des autres. Fais du rejet une boussole, pas une condamnation. Si quelque chose n'a pas fonctionné, prends ce signal comme une direction. Ce n'était pas le bon terrain, cherche ailleurs. Quand tu comprends cela, le rejet cesse de paralyser et commence à orienter. Le dernier conseil est d'entraîner ton esprit à ne pas craindre le non. Plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir. En revanche, quand tu lui fais face et que tu l'acceptes, tu perds la peur. Commence à t'exposer à de petites situations où tu peux recevoir un non et observe comment, peu à peu, cela cesse de faire aussi mal. Cette pratique te renforce et te rappelle que la vie ne s'arrête pas à cause d'un rejet, que ta valeur ne disparaît pas parce que tu n'es pas accepté quelque part. C'est la leçon la plus importante. Plus tu transformes le rejet en boussole, moins tu dépends de la validation externe. Le rejet est un feu, et le feu peut consumer ou forger. Si tu choisis de te lamenter, il te brûle. Si tu choisis d'apprendre, il te façonne en quelque chose de plus fort et de plus clair. 4. Sois l'architecte de ton propre esprit. L'esprit ressemble à une ville en construction.
Chaque pensée est une brique, chaque croyance est une fondation, et chaque habitude est une rue qui ouvre la voie ou bloque le mouvement. Si tu ne décides pas quoi construire, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La publicité, la société, les voix du passé et les opinions des autres sont toujours prêtes à ériger des bâtiments sur ton terrain. Et si tu ne prends pas le rôle d'architecte, tu finiras par vivre dans une ville mentale qui ne t'appartient pas. Le premier conseil pour être l'architecte de ton esprit est de surveiller les matériaux que tu utilises. Ce que tu consommes quotidiennement devient des briques invisibles qui élèvent ta structure interne. Si tu remplis ton esprit de jugements externes, de comparaisons ou de distractions vides, ta ville sera faible, fragile et chaotique. Mais si tu choisis des lectures qui te renforcent, des conversations qui t'élèvent et des pensées qui te défient, ta construction sera solide. Décide ce qui entre dans ton esprit avec la même discipline qu'un architecte sélectionne les matériaux pour un travail qui doit résister au temps. Le deuxième conseil est de concevoir ta propre base. La plupart traînent des croyances héritées qu'ils ne remettent jamais en question, comme si elles étaient des colonnes indestructibles. Cependant, beaucoup de ces bases sont fissurées parce qu'elles ont été imposées par les parents, les enseignants ou la société, et ne répondent pas à ta vérité. Consacre du temps à identifier ces croyances et demande-toi si elles soutiennent vraiment la vie que tu veux. Si ce n'est pas le cas, démolis-les sans crainte et pose de nouvelles fondations. Un architecte n'a pas peur de démolir ce qui est mal construit, parce qu'il comprend que la stabilité dépend de la base, pas de la façade. Le troisième conseil est de planifier les structures que tu veux ériger. Il ne suffit pas de détruire l'ancien, tu as besoin d'un plan clair. Quelles habitudes veux-tu construire? Quelles pensées veux-tu renforcer? Quelles valeurs doivent être les piliers de ta vie? Écris-les, répète-les, pratique-les. L'esprit sans direction se remplit de n'importe quoi, mais l'esprit avec des plans définis avance avec un but. Tout comme un architecte ne laisse pas son œuvre à la dérive, tu ne dois pas permettre que ton esprit devienne un terrain vague occupé par le désordre. Le quatrième conseil est de maintenir la discipline de l'entretien. Une ville bien conçue peut se détériorer si elle n'est pas entretenue, et il en va de même pour ton esprit. Chaque jour, tu dois revoir tes pensées, identifier les fissures de doute, réparer les fuites de négativité et renforcer les structures de discipline. Ce travail constant est ce qui différencie celui qui contrôle son esprit de celui qui est contrôlé par lui. Il ne s'agit pas de construire une fois, il s'agit de maintenir fermement ce que tu as élevé. Le cinquième conseil est d'apprendre à fermer la voie à ce qui n'apporte rien. Dans une ville, il y a des portes et des limites, et dans ton esprit, il doit y en avoir aussi. Toute pensée ne mérite pas de rester, toute opinion ne mérite pas d'être gardée. Entraîne-toi à filtrer ce que tu reçois. Lorsque quelqu'un essaie de semer l'insécurité ou la peur en toi, décide de ne pas laisser cette graine grandir. Être l'architecte de ton esprit signifie aussi être le gardien de ses frontières. L'esprit est ton œuvre la plus grande. Si tu le conçois avec clarté et le soutiens avec discipline, il devient un refuge de force au milieu du chaos. Si tu le laisses à la dérive, il se transforme en un labyrinthe de voies étrangères qui te volent la direction. Prends le commandement en tant qu'architecte de ton propre esprit, car personne d'autre ne peut construire sur ce terrain avec la même précision et responsabilité que toi. 5. Transforme la douleur en discipline. Le fer le plus résistant ne naît pas du calme, mais du feu qui le façonne. La douleur dans ta vie joue le même rôle. Elle brûle, presse et frappe, mais elle a la capacité de te rendre plus fort si tu apprends à la canaliser. L'erreur la plus courante est de résister à la douleur, comme si c'était un ennemi dont il faut s'échapper, alors qu'en réalité, elle peut devenir le maître le plus ferme que tu n'auras jamais. La clé est de ne pas rester coincé dans la blessure, mais d'utiliser cette énergie pour construire de la discipline. Le premier conseil est d'accepter la douleur au lieu de la nier. Beaucoup essaient de la cacher sous des distractions, cherchant à l'éteindre avec des plaisirs rapides qui ne font que la repousser. La douleur ne disparaît pas en l'ignorant. Elle se transforme en poids accumulés qui devient encore plus difficile à porter plus tard.
L'attitude stoïcienne enseigne à la regarder en face, à la reconnaître et à se demander quelle leçon elle apporte avec elle. Cet acte d'acceptation transforme la douleur en matière première, en énergie prête à être transformée en action consciente. Le deuxième conseil est de canaliser l'inconfort vers un objectif clair. Si tu es blessé par une perte, une trahison ou un échec, ne reste pas paralysé dans la plainte. Transforme cet inconfort en carburant. Entraîne ton corps avec plus de discipline, organise ton temps avec plus de précision, renforce ton esprit avec plus de constance. Chaque fois que tu ressens cette piqûre de douleur, rappelle-toi que tu peux l'utiliser comme moteur pour avancer. Ainsi, au lieu de consommer ton énergie, la douleur devient une force qui soutient tes habitudes. Le troisième conseil est de créer des routines qui ancrent la discipline dans ta vie quotidienne. Lorsque l'émotion de la douleur apparaît, elle peut obscurcir ton esprit et te détourner vers l'impulsivité. Une routine établie agit comme une structure qui te maintient debout lorsque la tempête secoue. Conçois des pratiques quotidiennes qui te forcent à rester en mouvement, te lever tôt, t'entraîner, lire, écrire, réfléchir. Chacune de ces actions non seulement ordonne ta vie, mais apprivoise également l'énergie de la douleur et la transforme en constance. Le quatrième conseil est de changer la narration avec laquelle tu regardes tes blessures. Si tu penses que la douleur est une injustice, tu vivras avec du ressentiment. Si tu comprends que c'est un entraînement, tu l'accepteras avec une autre perspective. Les grandes réalisations naissent de ceux qui ont appris à supporter les coups et à les utiliser comme des marches. Fais de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu, que tu as plus de force que tu ne le pensais et que tu peux encore avancer. Cette vision n'élimine pas la douleur, mais la rend utile, et cette utilité est l'essence de la discipline. Le cinquième conseil est de pratiquer la patience. La douleur veut des résultats immédiats, cherche des sorties rapides, mais la discipline ne se forge pas en un jour. Il faut du temps, de la répétition et de la constance. Chaque journée où tu choisis de rester ferme malgré l'inconfort est une victoire qui s'accumule. N'attends pas de te sentir bien pour agir, agis même quand la douleur est présente, et petit à petit cette douleur se transformera en respect de soi et en confiance en toi. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est optionnelle. Tout dépend de ce que tu fais avec ce que tu dois vivre. Si tu décides de fuir, la douleur te poursuit et te rattrape. Si tu décides de l'affronter et de la modeler, la douleur devient discipline, et la discipline t'ouvre les portes de la liberté intérieure. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme le feu qui trempe ton caractère et te rend indestructible. 6. Dis non comme un acte de respect de soi. Les murs les plus solides ne sont pas construits pour enfermer, mais pour protéger. Une ville sans mur est exposée à quiconque décide d'entrer, et il en va de même pour toi lorsque tu ne sais pas dire non. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de ta paix ou de tes principes, tu ouvres une porte par laquelle s'infiltre l'épuisement. Dire non n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect de soi. Un rappel que ton temps, ton énergie et ta dignité ne sont pas à vendre à n'importe qui. Le premier conseil est de comprendre qu'un non ne te rend pas égoïste, il te rend conscient. La société a tendance à étiqueter comme dur ou insensible celui qui pose des limites, mais la vérité est que personne ne peut prendre soin de toi mieux que toi. Chaque fois que tu dis oui par peur de décevoir, tu privilégies le confort des autres par rapport à ton bien-être. Change de perspective. Quand tu dis non clairement, ce que tu dis vraiment, c'est oui à ta santé mentale, à ton but et à ton intégrité. Le deuxième conseil est d'apprendre à identifier ce qui mérite ton énergie. Toutes les opportunités ne sont pas de vraies opportunités. Beaucoup sont des pièges déguisés qui finissent par consommer ton temps. Avant de répondre, arrête-toi pour évaluer si ce qu'on te demande ajoute à ta vie ou ne fait que la soustraire. Si cela ne contribue pas à ton chemin, la réponse doit être non. Cette habitude ne consiste pas à rejeter par habitude, mais à être sélectif et conscient de l'endroit où tu investis ta force.
Le troisième conseil est de pratiquer le non avec fermeté et sans trop te justifier. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de poser des limites est le besoin d'expliquer et de chercher l'approbation pour le faire. Mais souviens-toi, le respect de soi n'a pas besoin de longues excuses. Une réponse brève et claire transmet plus de sécurité qu'un discours plein de justifications. Quand tu apprends à dire non sans culpabilité, ceux qui t'entourent comprennent que tes décisions ne sont pas ouvertes à la négociation. Le quatrième conseil est de travailler sur le ton interne avec lequel tu te parles. Souvent, tu acceptes des choses que tu ne veux pas parce que tu te répètes intérieurement que tu n'es pas assez fort pour refuser, que tu vas perdre la relation ou que tu passeras pour quelqu'un de difficile. Cette voix intérieure est celle que tu dois rééduquer. Chaque fois que tu réussis à dire non à quelque chose qui ne te convient pas, répète-toi que tu l'as fait par respect de toi-même. Ce rappel renforce ta confiance en ton jugement et renforce ta conviction. Le cinquième conseil est d'observer comment ton environnement change lorsque tu commences à poser des limites. Au début, cela peut déranger ceux qui avaient l'habitude de profiter de ta disponibilité, mais avec le temps, ceux qui t'entourent apprendront à te traiter avec plus de respect. Et le plus important, tu commenceras à te sentir plus léger, car tu ne porteras plus de responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes. Le non nettoie ta vie du bruit inutile et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dire non, c'est comme fermer une porte pour en ouvrir une autre plus importante. Tu ne rejettes pas par rejet, tu le fais parce que tu comprends que ta vie ne peut pas être au service de tout ce que les autres attendent de toi. Le respect de soi ne se prêche pas, il se démontre par des décisions, et peu de décisions ont autant de poids que de savoir dire non quand c'est nécessaire. Fais-le avec clarté, avec fermeté, avec conviction, car chaque non que tu prononces est aussi un oui à ta liberté, à ta paix et à ta force intérieure. 7. Vis authentique, sans jouer un rôle. Le masque peut impressionner au théâtre, mais hors de la scène, il étouffe. Plus tu le portes longtemps, plus tu oublies ton vrai visage. Et il arrive un moment où tu ne te souviens même plus de qui tu es sans lui. C'est ainsi que beaucoup vivent, adaptant leur personnalité en fonction des attentes de chaque environnement, cherchant à s'intégrer dans des moules qui ne leur appartiennent pas. L'authenticité, en revanche, ne nécessite pas d'ornement, c'est vivre sans déguisement, même si cela dérange ceux qui attendent une performance. Le premier conseil est de reconnaître les situations où tu as tendance à feindre. Cela peut être au travail, en famille ou avec tes amis. Observe quand tu changes ton ton, ta façon de parler ou tes décisions juste pour plaire. Cette observation est le début de l'authenticité, car personne ne peut être authentique s'il n'identifie pas d'abord où il a cédé. La pratique consiste à te permettre d'être le même dans tous les scénarios, sans versions éditées pour plaire aux autres. Le deuxième conseil est d'oser exprimer tes idées même si elles ne sont pas populaires. La peur de la désapprobation fait que beaucoup se taisent ou répètent ce que disent les autres pour éviter les conflits. Mais chaque fois que tu trahis ta voix pour t'intégrer, tu construis une prison invisible. Commence petit à petit, en disant ce que tu penses vraiment dans des conversations simples, puis emmène-le à des décisions plus importantes. L'authenticité se renforce comme un muscle et ne grandit qu'avec une pratique constante. Le troisième conseil est d'aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. L'incohérence est le terrain où la performance fleurit. Si ta parole promet quelque chose, mais que tes actions montrent le contraire, tu joues un rôle qui tôt ou tard s'effondre. Fais de la cohérence une règle non négociable. Demande-toi avant d'agir. Cela reflète-t-il qui je suis vraiment? Si la réponse est non, ajuste ta direction. Le quatrième conseil est d'arrêter de mendier l'approbation. Le désir d'être accepté est ce qui alimente les performances, parce que tu crois que ta valeur dépend de la validation externe. Souviens-toi que les gens changent d'avis facilement, et si tu bases ton identité sur leur jugement, tu vivras en changeant de masque. L'authenticité naît lorsque tu décides que ta voix intérieure pèse plus que les applaudissements des autres. Cela ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie ne pas soumettre ta vie à leurs attentes.
Le cinquième conseil est d'accepter que l'authenticité dérange. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce qu'ils préfèrent la version complaisante de toi, celle qui ne dit jamais non, celle qui s'adapte sans protester. Laisse-les partir. L'authenticité filtre, sépare le superficiel du vrai. Celui qui reste à tes côtés lorsque tu vis sans jouer un rôle est celui qui mérite vraiment d'être là. Ce nettoyage des relations n'est pas une perte, c'est un gain. Le sixième conseil est de créer des habitudes qui te maintiennent en contact avec toi-même. Écrire un journal avec tes vraies pensées, réfléchir chaque nuit sur tes décisions ou pratiquer des moments de silence t'aide à ne pas oublier ton essence. L'authenticité ne repose pas seulement sur de grandes déclarations, elle se maintient grâce à de petits rappels quotidiens de qui tu es et de ce que tu valorises. Vivre authentique, c'est marcher sans le fardeau des déguisements qui n'ont jamais été les tiens. C'est avoir le courage de montrer ton vrai visage, même lorsque le monde préfère un masque. Et le plus important, c'est de découvrir que la liberté n'est pas d'être accepté par tous, mais de t'accepter complètement. Cette authenticité n'a besoin ni de scène, ni de public, car elle se soutient seule, et c'est le pouvoir le plus difficile à briser. 8. Avance avec intention et fermeté. La rivière ne demande pas la permission de suivre son cours. Elle ne s'arrête pas parce que quelqu'un la critique, ni ne change de direction par peur de déranger. Elle avance simplement, traverse des rochers, contourne des montagnes et atteint la mer parce que c'est sa nature. Ta vie doit être ainsi si tu veux arrêter de dépendre de la validation externe. Avancer avec intention et fermeté signifie que tes pas ne sont pas marqués par les applaudissements des autres, mais par la clarté de ton but. Le premier conseil est de définir vers où tu marches. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut finit par vivre selon ce que les autres lui imposent. Lorsqu'il n'y a pas de direction, n'importe quelle voix externe peut te manipuler. Fais une pause et écris quels sont tes vrais objectifs, pas ceux qu'on t'a appris à désirer, ni ceux que les autres attendent de toi. Cette clarté est la boussole qui transforme chaque pas en un acte d'intention. Le deuxième conseil est d'agir même au milieu du doute. Beaucoup attendent d'avoir toutes les réponses avant de bouger, mais cette attente éternelle est le piège de la validation externe. Ils veulent que quelqu'un leur garantisse que le chemin est correct avant de progresser. La fermeté naît précisément du contraire, de décider même lorsqu'il n'y a pas de garantie, de faire confiance à ton jugement et d'ajuster en cours de route. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent. Le troisième conseil est de maintenir la constance, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Le manque de reconnaissance externe peut te tenter d'abandonner, mais c'est ici que ta force est mesurée. La rivière ne s'arrête pas parce qu'elle n'atteint pas la mer en un jour. Elle continue parce qu'elle sait que chaque mouvement la rapproche. Ta discipline doit fonctionner de la même manière. Même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre, chaque pas que tu fais a du poids parce qu'il construit du caractère et t'éloigne de la dépendance à l'approbation des autres. Le quatrième conseil est de ne pas reculer par peur du jugement. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent ou que tu sors du moule, quelqu'un essaiera de te pointer du doigt. Si tu t'arrêtes pour plaire à ses voix, tu perdras le cap. Avancer avec fermeté signifie apprendre à écouter sans être emporté. Tu peux considérer les critiques utiles, mais ne jamais permettre que la désapprobation te vole ta direction. Ton chemin n'est pas une scène, c'est un parcours personnel qui se renforce à chaque pas décidé. Le cinquième conseil est d'apprendre à marcher léger. Avancer avec intention ne signifie pas porter tout ce que tu trouves. Souvent, l'excès d'engagement, de relations superficielles et d'attente des autres te vole de l'énergie. Ici, le stoïcisme enseigne l'importance du détachement. Lâche ce qui n'apporte rien, dis non à ce qui détourne ton attention et concentre-toi sur ce qui construit vraiment. La fermeté n'est pas dans le fait de faire beaucoup, elle est dans le fait de soutenir l'essentiel. Le sixième conseil est de pratiquer la visualisation de la fin. Pense à la personne en laquelle tu veux te transformer, à la vie que tu veux construire, et utilise cette vision comme moteur.
Chaque fois que le doute apparaît, reviens à cette destination et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. La rivière atteint la mer parce qu'elle coule en direction de celle-ci, même si elle rencontre des obstacles en chemin. Ta vie doit avancer de la même manière, avec le regard fixé sur ce que tu as choisi comme objectif. Avancer avec intention et fermeté ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie ne pas laisser la peur t'arrêter. Cela signifie marcher avec clarté même dans l'incertitude, te tenir même s'il n'y a pas d'applaudissements, choisir ton chemin même si les autres ne le comprennent pas. Lorsque tu apprends à vivre de cette manière, le silence extérieur ne pèse plus, car en toi il y a certitude, et cette certitude est celle qui rend tes pas inébranlables. Les femmes testent les hommes, bien que peu osent l'admettre. Pas avec des examens évidents, mais avec des phrases simples, des gestes, des silences qui observent plus qu'ils ne disent. Chaque question innocente, chaque commentaire décontracté est une façon de mesurer ton centre, ton calme et ta force. Elles ne le font pas par cruauté, mais par instinct. Elles veulent savoir si l'homme en face d'elles est solide ou s'il s'effondre au premier contact. Quand un homme s'énerve, se justifie ou essaie de plaire pour éviter le conflit, il perd du terrain. Non pas parce qu'elle veut te battre, mais parce qu'elle vient de confirmer qu'elle peut te dominer. Et à ce moment-là, le respect s'évapore. Mais quand tu gardes ton calme, quand tu réponds sans anxiété, quand tu ne te justifies pas et que tu ne t'expliques pas trop, quelque chose change. L'énergie s'inverse. Elle sent qu'elle est face à un homme qui ne cherche pas l'approbation, qui ne réagit pas par peur, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire qu'ils doivent comprendre les femmes pour gagner leur intérêt. Non, ils doivent se comprendre eux-mêmes. Les tests ne sont pas sur elles, ils sont sur toi. Sur ton contrôle, ta patience, tes limites et ta cohérence. Chaque mot, chaque réaction, chaque regard révèle si tu es maître de toi ou si n'importe qui peut te manipuler. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à jouer leur jeu, mais à maîtriser le tien. Parce que quand un homme se connaît, se contrôle et reste ferme, il n'y a pas de test qui puisse le faire vaciller. C'est ainsi que l'on gagne le véritable respect. Non pas avec des promesses ou des discours, mais avec du caractère. Écoute attentivement, car ce sont les leçons que tout homme doit apprendre. 1. Contrôle tes émotions. Le feu, lorsqu'il est incontrôlé, ravage tout ce qu'il touche, mais lorsqu'il est maîtrisé, il éclaire et donne de la chaleur. Les émotions d'un homme fonctionnent de la même manière. Si elles ne sont pas gouvernées, elles le consument. Si elles sont dirigées, elles le renforcent. Beaucoup de femmes, sans le dire directement, testent le contrôle émotionnel d'un homme. Elles observent comment il réagit à une critique, à un retard, à un commentaire inconfortable. Elles ne cherchent pas sa perfection, elles cherchent sa trempe. Elles veulent voir s'il a suffisamment de maîtrise pour rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Lorsqu'un homme perd le contrôle, son insécurité se révèle. Peut-être qu'il élève la voix, se justifie ou s'énerve pour un rien, montrant que ses émotions le gouvernent. Et cela tue le respect, car un homme qui ne se contrôle pas projette de la faiblesse. Les femmes perçoivent la différence entre la force émotionnelle et la réactivité. La force se ressent dans la sérénité, pas dans le bruit. Tu n'as pas besoin de démontrer ta puissance si tu sais rester calme lorsque d'autres cherchent à te provoquer. Contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre. Cela signifie ne pas réagir impulsivement, mais avec clarté. Si quelqu'un te défie, tu ne rentres pas dans le jeu. Si on te provoque, tu ne donnes pas ton énergie. Si on te confronte, tu choisis quand et comment répondre. Cette pause avant d'agir est le signe de la maturité. L'homme faible réagit, le fort choisit. Dans une relation, cette différence définit tout. La femme qui essaie de tester ton centre ne veut pas te voir en colère. Elle veut savoir si le chaos peut te briser. Si ce n'est pas le cas, elle se sent en sécurité à tes côtés. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. L'homme qui sait garder son calme lorsque les émotions menacent de le submerger prouve qu'il est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de parler plus fort ou de se justifier pour être entendu. Sa présence dit tout. Celui qui maîtrise son esprit domine la situation.
Même le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, devient une autorité. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en curiosité, ne te précipite pas pour t'expliquer. Ne réponds pas depuis l'anxiété. Observe, analyse, et si tu décides de répondre, fais-le avec fermeté et sérénité. Parce que le respect ne se gagne pas avec des impulsions, mais avec le contrôle. L'homme émotionnellement stable ne cherche pas l'approbation, il projette la sécurité. Il ne craint pas les silences, il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Sa maîtrise interne transforme chaque test en une opportunité de montrer qui il est vraiment. Et c'est là le secret. Celui qui contrôle ses émotions ne fait pas seulement passer les tests, il redéfinit la dynamique. Il ne concourt plus, il dirige, parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais de ne pas se laisser vaincre par soi-même. 2. Définis tes limites. Le respect naît là où tu traces ta frontière. La vie d'un homme sans limite est comme une maison sans mur. N'importe qui peut entrer, perturber son ordre et laisser le chaos dans son sillage. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, mettent à l'épreuve ces murs dès le premier instant. Elles ne le font pas par malice. Elles le font pour voir si elles peuvent faire confiance à ta structure. Quand une femme te défie, te contredit ou te provoque, elle ne cherche pas toujours à discuter. Elle cherche à comprendre si ton centre est solide ou si n'importe quelle émotion peut le faire s'écrouler. Tes limites sont le reflet de ta force. Si tu les définis clairement et sans peur, tu inspires le respect. Si tu les caches ou les cèdes pour éviter le conflit, tu deviens invisible. L'homme qui craint de perdre l'approbation vit en négociant sa dignité. Il dit oui quand il veut dire non. Il s'adapte à ce qui le dérange. Il se tait quand quelque chose le dérange et il sourit quand il est frustré. Cette passivité n'est pas de la bonté, c'est de la lâcheté. Car celui qui ne défend pas sa paix devient prisonnier de la volonté d'autrui. Une limite n'est pas une barrière, c'est une déclaration. C'est ce que je suis. Je ne tolère pas ça, je ne négocie pas ça. Celui qui n'apprend pas à marquer son espace finit entouré de personnes qui le transgressent constamment. Quand une femme te lance un défi, ne le prends pas comme une menace, mais comme une opportunité de montrer qui tu es. Peut-être qu'elle t'interrompt, te contredit, te défie, ou te pose une question juste pour observer ta réaction. Si tu te troubles, tu confirmes son doute. Si tu te justifies trop, elle perd de l'intérêt. Mais si tu restes calme, si tu réponds avec assurance, sans devenir agressif ni complaisant, tu inspires le respect. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu te contrôles. Les limites ne s'expliquent pas, elles se maintiennent. Tu n'as pas à crier, ni à te justifier, ni à démontrer ton autorité. La véritable force réside dans le fait de rester ferme, même lorsque la situation te pousse à céder. Si quelqu'un franchit la ligne, tu te retires sans drame. Si quelqu'un insiste, tu répètes ta position sans colère. C'est ainsi que tu enseignes comment te traiter. Les gens respectent ce qui reste ferme et abusent de ce qui cède par peur. Définir des limites ne signifie pas te fermer à l'amour ou au lien. Cela signifie protéger le respect qui lui donne de la valeur. Une femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui a de la clarté. Non pas celui qui cherche à plaire, mais celui qui se respecte assez pour ne pas accepter moins que ce qu'il mérite. Tes limites ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des fondations qui te soutiennent. Celui qui les a ne craint pas de perdre, car il sait qu'il ne se trahira jamais lui-même. Garde tes limites claires, sans colère, sans justification. Il n'y a pas de signal plus puissant de force qu'un homme qui reste fidèle à sa propre parole. 3. Sois cohérent, pas complaisant, il y a des hommes qui changent de couleur selon qui les regarde. Face à une femme forte, ils se montrent sûrs d'eux. Face à une femme exigeante, ils deviennent dociles. Cette instabilité n'est pas une adaptation, c'est un manque d'identité. La cohérence est le sol sur lequel le respect est planté. Chaque femme le perçoit, même sans mots. Elle n'a pas besoin que tu dises qui tu es. Elle le sent dans ta façon d'agir, dans ta réponse à la pression, dans le fait que tu maintiens tes principes ou que tu les adaptes pour plaire. La plupart des épreuves féminines ne cherchent pas ta connaissance, elles cherchent ta constance.
Être cohérent signifie que ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés. Tu ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Tu ne feins pas un calme que tu ne ressens pas. Tu n'adoptes pas des idées juste pour t'intégrer. La femme qui te met à l'épreuve ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait pour voir si elle peut faire confiance à ce qu'elle voit. Quand tu te contredis, elle perd foi. Quand tu dis une chose et en fais une autre, elle perd le respect. Parce que si tu ne peux pas rester fidèle à ta parole, comment peux-tu espérer que quelqu'un croie en toi? La complaisance est le déguisement le plus commun de la peur. L'homme complaisant dit ce qu'elle veut entendre, évite de discuter, s'adapte à tout et se convainc que c'est de la maturité. Mais derrière ce calme apparent, il y a de la faiblesse. Ce n'est pas la paix, c'est la peur de perdre l'approbation. La cohérence, en revanche, peut déranger mais elle inspire confiance. Un homme qui reste ferme, même s'il n'est pas populaire, dégage de la force. Et cette force est plus attirante que toute tentative de plaire. Quand une femme te pose une question qui semble innocente, elle mesure en réalité si tu as un jugement propre ou si tu te plies sous la pression. Elle peut te demander tes plans, tes limites ou ton opinion sur un sujet sensible. Si tu changes de réponse pour ne pas la contrarier, elle te perçoit comme faible. Si tu maintiens ta position sans t'imposer, sans chercher à la convaincre, elle remarque que tu parles avec conviction, pas avec peur. La cohérence se perçoit dans la stabilité émotionnelle et dans la congruence entre tes paroles et tes actes. Être cohérent, ce n'est pas être têtu, c'est savoir qui tu es et agir en fonction de cette connaissance, même quand c'est difficile. C'est dire non quand quelque chose va à l'encontre de tes valeurs, même si tu risques qu'elle s'éloigne. C'est maintenir ton style de vie, tes principes et tes limites sans te sentir coupable. Et surtout, c'est ne pas prétendre être quelqu'un que tu n'es pas juste pour garder l'attention d'une femme. Parce que quand tu prétends, tu peux lui plaire, mais elle ne te respectera jamais. L'attraction véritable naît de l'équilibre entre la fermeté et la sérénité. La femme peut ne pas être d'accord avec toi, mais si elle voit que ton comportement est constant, que tes paroles ne changent pas avec le vent, elle te perçoit comme un homme de caractère. Être cohérent est la base du pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de l'imposer ni de le justifier. Chaque action le reflète. La femme qui te met à l'épreuve ne cherche pas à te dominer. Elle cherche à vérifier si tu te maîtrises. Si elle voit que tu ne changes pas de direction par anxiété, que tes limites sont les mêmes avec elle ou sans elle, elle saura qu'elle est face à un homme intègre. Et un homme intègre n'a pas besoin d'être parfait pour être respecté. Il a juste besoin d'être cohérent. C'est le signe le plus clair de force que tu peux donner. 4. Regarde les actions, pas les mots. Les mots sont comme la fumée, ils remplissent l'air, mais disparaissent au premier vent. Les actions, en revanche, sont des empreintes qui ne s'effacent pas. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'écouter ce qu'ils veulent entendre, plutôt que d'observer ce qui est devant eux. Les femmes le savent et l'utilisent comme un miroir. Elles disent une chose et en font une autre, non pas pour te tromper, mais pour voir si tu es assez éveillé pour remarquer la différence. Les tests les plus subtils ne viennent pas toujours sous forme de questions, mais de petites contradictions qui révèlent si tu es un homme qui écoute avec les oreilles ou avec les yeux. L'homme naïf s'accroche aux mots parce qu'il cherche une sécurité émotionnelle. Il veut croire que ce qu'on lui dit est réel, parce que faire face à la vérité lui demanderait d'agir. Mais l'homme conscient ne se guide pas par des promesses. Il se guide par des faits. Il comprend que les mots peuvent être jolis, mais que les actes sont la véritable déclaration d'intention. Dans une relation, c'est vital. Peu importe combien elle te dit qu'elle t'aime, si ses actions ne le démontrent pas. Peu importe combien elle promet de changer, si son comportement reste le même. L'action est la preuve qui valide ou détruit le discours. Observer les actions ne signifie pas se méfier. Cela signifie voir clairement. La femme qui te met à l'épreuve peut te complimenter aujourd'hui et te défier demain juste pour voir si ta perception change en fonction de ce que tu entends. Si tu te laisses emporter par chaque mot, elle saura qu'elle peut te manipuler avec des émotions. Mais si tu observes les modèles, les temps et les faits, elle verra qu'elle ne peut pas te manipuler facilement. Ce type d'homme impose le respect sans élever la voix, parce que son regard dit tout.
Il ne se laisse pas distraire par les ornements. Les mots séduisent, mais les actions révèlent la vérité. Dans la vie quotidienne, applique cette règle. Regarde comment les gens agissent quand personne ne les observe. Comment ils réagissent sous pression. Comment ils traitent les autres quand ils n'ont pas intérêt à bien le faire. Ainsi, tu sauras qui mérite ton énergie et qui cherche seulement ton attention. La même chose s'applique à toi. Si tu parles de maîtrise de soi, montre-le. Si tu dis que tu as des limites, respecte-les. La cohérence se prouve par les actes, pas par les phrases. Le respect ne se construit pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est fait encore et encore. Chaque action réaffirme ta valeur ou la détruit. Ne te laisse pas impressionner par les discours, ni par les flatteries, ni par les promesses vides. Observe, analyse et réponds à partir de la réalité, pas de l'émotion. La femme qui te respecte ne le fait pas pour ce que tu dis, mais parce que tes actes le soutiennent. C'est la différence entre un homme qui inspire confiance et un autre qui ne fait que parler de confiance. L'action constante est le langage qui n'a pas besoin de traduction. Et celui qui maîtrise ce langage n'a jamais à expliquer qui il est. 5. Vis selon tes standards. Les règles que tu suis lorsque personne ne te regarde sont celles qui définissent ta véritable valeur. Beaucoup d'hommes parlent de principes, mais les abandonnent dès que le désir, le confort ou la solitude les mettent à l'épreuve. Vivre selon tes standards ne consiste pas à répéter des phrases sur le respect ou la discipline. C'est le démontrer par tes actes, même lorsque personne ne t'applaudit. Les femmes détectent avec précision si tu vis ce que tu prêches ou si tes valeurs ne sont qu'un discours bien ficelé. Chaque test qu'elles te font cherche à découvrir si tes standards sont fermes ou si tu les ajustes en fonction de la personne que tu as en face. L'homme qui vit sans standard est comme une boussole sans nord. Il peut sembler aimable, flexible ou ouvert, mais en réalité il n'a pas de direction. Il cède sous la pression, change ses décisions par peur de perdre de l'affection et justifie son incohérence en disant qu'il le fait par amour. C'est la forme de faiblesse la plus subtile. Lorsqu'un homme n'a pas de règles internes, il devient esclave des règles externes. Et personne ne respecte celui qui ne se respecte pas lui-même. Vivre selon tes standards signifie rester fidèle à ton identité, même si cela te coûte des relations, des opportunités ou des moments de plaisir. Cela signifie que tu ne négocies pas ta paix pour de l'approbation, ni ta dignité pour du désir. Lorsqu'une femme perçoit que tes valeurs ne bougent pas, que tes limites ne changent pas même si l'attraction est forte, quelque chose dans son esprit se reconfigure. Elle ne te voit plus comme un homme ordinaire, elle te voit comme un homme solide, quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix. Cette solidité génère un type de respect qui ne peut être feint. Les standards ne se déclarent pas, ils se démontrent. Ne dis pas que tu valorises l'honnêteté si tu mens pour plaire. Ne parle pas de maîtrise de soi si tu perds ton calme chaque fois que quelque chose te frustre. Ne dis pas que tu cherches le respect si tu restes là où on ne te le donne pas. La cohérence entre tes principes et ton comportement est la base de ta réputation. Et une réputation forte ne se construit pas avec des mots, elle se gagne avec de la constance. Lorsqu'une femme te teste, elle observe si ton comportement change en fonction de ce qu'elle fait. Si tu cèdes quand elle te met sous pression, si tu brises tes propres règles juste pour la garder près de toi, elle perd l'admiration qu'elle avait une fois ressentie. Mais si elle remarque que tes actions sont cohérentes, que tu ne te trahis pas, son respect grandit. Parce qu'elle comprend que tu es engagé envers quelque chose de plus grand que son approbation, toi-même. Vivre selon tes standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Il ne s'agit pas de te croire supérieur, mais de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Chaque décision que tu prends envoie un message. Soit tu te renforces, soit tu te dilues. La femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui se respecte. C'est pourquoi vis selon tes standards comme s'ils étaient ton armure. Non pas pour te protéger du monde, mais pour te rappeler qui tu es chaque fois que le monde essaye de te faire oublier. 6. Sois indépendant. Dépendre de quelqu'un émotionnellement, c'est comme construire ta maison sur du sable.
Elle peut sembler solide de l'extérieur, mais une petite tempête suffit pour tout faire s'effondrer. L'indépendance ne signifie pas être seul, mais ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre te soutienne pour rester debout. Les femmes perçoivent immédiatement lorsqu'un homme dépend de leur attention ou de leur validation. Chaque test qu'elles font cherche à mesurer cela, si tu as une vie solide par toi-même ou si tout ton équilibre dépend d'elle. La plupart des hommes confondent l'affection avec la dépendance. Ils pensent qu'être en couple signifie cesser d'être un individu. Ils commencent à faire tourner toute leur vie autour de la femme qu'ils désirent, et sans s'en rendre compte, ils perdent leur essence. Ils abandonnent leurs passions, leurs objectifs et même leur rythme personnel par peur de perdre leur attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en faisant cela, ils perdent précisément ce qui les attire, leur indépendance, leur objectif, leur énergie masculine. La femme ne respecte pas l'homme qui la place au centre de son monde, elle respecte celui qui a son propre monde. Être indépendant ne signifie pas être insouciant ou froid. C'est savoir que même si tu partages des moments, ta paix ne dépend de la présence de personne. Si elle t'ignore, tu continues avec tes plans. Si elle s'éloigne, tu continues à grandir. Si elle te teste, tu ne cèdes pas ton équilibre. Cette attitude ne vient pas de l'orgueil, mais de la maturité. L'homme qui a besoin d'attention constante démontre un vide. Celui qui se concentre sur son objectif démontre une plénitude. La différence entre les deux, c'est abyssal. L'un mendie pour des miettes, l'autre génère de la valeur. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en distance ou en silence, ne réagis pas avec anxiété. Ne la cherche pas. N'essaie pas de forcer une réponse. Respire, garde le cap, continue avec tes objectifs. Le silence fait partie de l'examen. Elle veut voir si ton monde s'arrête lorsqu'elle s'éloigne. Si c'est le cas, elle te perd le respect. Sinon, elle te gagne en admiration, parce qu'elle comprend que tu es avec elle par choix, non par nécessité. L'indépendance ne se démontre pas en disant « je n'ai pas besoin de toi ». Elle se démontre en vivant sans dépendre. On le remarque dans ton énergie, dans ta routine, dans la façon dont tu gères les espaces personnels. Les hommes forts ne mendient pas l'attention, ils l'attirent avec leur concentration. Ils ne se disputent pas pour être une priorité, ils deviennent une priorité. Et ce type de présence ne peut pas être feint. Être indépendant ne signifie pas s'isoler, mais savoir que ta valeur ne change pas en fonction de l'opinion ou de l'affection de quelqu'un. La femme qui te respecte le fait parce qu'elle voit que ta vie a une direction avec ou sans elle. Et cela, c'est du pouvoir. Parce que celui qui ne dépend pas des autres pour se sentir complet devient libre. Et la liberté est le terrain où fleurit le respect. Reste centré, concentré et ferme. Parce que l'homme indépendant ne cherche pas à être admiré, il l'est par nature. 7. Garde ton calme ferme. Le calme est comme un mur invisible qui sépare les hommes ordinaires des hommes forts. Dans un monde où tout le monde réagit sans réfléchir, rester serein devient un acte de pouvoir. Les femmes le perçoivent instantanément. Elles observent comment tu réagis face au conflit, comment tu gères une critique ou une provocation. Elles ne cherchent pas à te voir parfait, elles cherchent à voir si le chaos peut te briser. Le calme est le miroir de ta maîtrise intérieure. Et chaque test qu'elles te font a un but, découvrir si tu as le contrôle ou si tes émotions te gouvernent. Quand tu perds ton calme, tu perds le respect. Peu importe la raison de ton argument, si tu le livres avec colère ou anxiété, ton message se dilue. La femme ne se souvient pas de tes paroles, elle se souvient de ta réaction. Si tu te mets en colère, si tu te justifies ou si tu essaies toujours d'avoir le dernier mot, tu projettes de l'insécurité. Mais si tu gardes ton sang-froid, si tu parles lentement, si tu réfléchis avant de répondre, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel discours. Personne ne te contrôle. Et cela, plus que toute autre chose, inspire le respect. Garder son calme ne signifie pas rester silencieux en toutes circonstances, mais savoir quand parler et quand le silence est plus fort. Parfois, ne pas réagir est la réponse la plus intelligente. Quand une femme te provoque, t'interrompt ou te contredit, elle mesure ton tempérament. Si tu réponds avec agressivité, tu perds. Si tu cèdes par peur, tu perds aussi. Mais si tu soutiens le regard,
Si tu gardes un ton neutre, si tu ne te laisses pas entraîner dans le domaine de l'émotion, tu gagnes en autorité. Le calme ne s'impose pas, il se transmet. L'homme qui maîtrise son calme est celui qui maîtrise la situation. Alors que les autres discutent, il observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, il cherche à maintenir la paix intérieure. Cette sérénité déconcerte n'importe qui, car on ne peut pas manipuler celui qui ne réagit pas impulsivement. Et c'est précisément la clé. Les femmes testent la stabilité émotionnelle de l'homme, non pas parce qu'elles veulent le détruire, mais parce qu'elles veulent savoir si elles peuvent lui faire confiance quand tout devient incertain. Dans la vie quotidienne, ton calme est ton bouclier. Tu l'utilises dans les discussions, au travail, dans les moments difficiles. Ne te précipite pas, ne réponds pas immédiatement, ne cède pas à la provocation. Chaque fois que tu parviens à rester serein, alors que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, tu renforces ton caractère. C'est un entraînement silencieux, mais c'est celui qui transforme le plus. Le calme ferme est un pouvoir dissimulé. Il n'a pas besoin de crier, il ne cherche pas l'attention, il ne prétend pas dominer. Il est simplement là, et quand il est là, tout le reste s'ordonne. La femme qui te voit calme face à la tempête comprend qu'elle peut te faire confiance, que tu n'es pas de ceux qui s'effondrent au premier coup. Cette sécurité ne se feint pas, elle se construit. Contrôle ton énergie, contrôle ta réaction et observe comment le monde commence à te traiter différemment. Parce que l'homme qui maîtrise son calme ne craint pas de perdre. Il sait qu'il se possède déjà lui-même. 8. Défends ta dignité. Il y a des choses qui, une fois perdues, ne se récupèrent pas, et la dignité en fait partie. C'est le fondement silencieux sur lequel tout le reste repose. Ton respect, ton pouvoir, ton équilibre. Les femmes le perçoivent sans que tu aies besoin de le dire. Elles n'ont pas besoin de voir de grands gestes, ni d'entendre des discours. Il leur suffit d'observer comment tu te traites toi-même et combien tu es prêt à tolérer. Chaque épreuve qu'elles te lancent, chaque limite qu'elles franchissent, cherche à mesurer cela. Elles ne veulent pas d'un homme parfait, elles veulent un homme avec des principes, quelqu'un qui ne se trahit pas lui-même pour plaire. Défendre ta dignité ne signifie pas devenir orgueilleux ou distant. Cela signifie avoir clairement conscience de ta valeur et agir en conséquence. C'est ne pas accepter des miettes d'attention, ne pas justifier les manques de respect, ne pas supplier pour de l'affection. Beaucoup d'hommes perdent leur pouvoir à ce stade précis. Ils permettent qu'on les manipule, qu'on les humilie ou qu'on les mette à l'épreuve encore et encore, simplement par peur d'être seul. Mais l'homme qui se respecte n'est jamais seul, car sa valeur ne dépend pas de la compagnie, elle dépend du caractère. Quand une femme te met à l'épreuve en défiant ta dignité, elle peut te critiquer injustement, t'ignorer ou te faire te sentir coupable de maintenir tes limites. Ne tombe pas dans le piège de trop t'expliquer ou de céder juste pour retrouver son attention. Chaque fois que tu te rabais, tu perds un morceau de respect, non seulement à ses yeux, mais aussi à tes propres yeux. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'attraction meurt là où la dignité est abandonnée. Défendre ta dignité ne nécessite pas de cris ni de confrontation. Elle nécessite de la fermeté. Si quelqu'un te parle avec mépris, ne réponds pas au même niveau. Éloigne-toi, simplement. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, retire-la. La dignité ne se discute pas, elle se démontre par des actions. Le silence de celui qui ne se rabaisse pas a plus de force que 1000 explications. C'est une déclaration de pouvoir qui n'a pas besoin de mots. Dans la vie de tous les jours, ta dignité se reflète dans ce que tu acceptes, dans ce que tu permets et dans ce que tu choisis de conserver. Ne laisse pas le besoin d'être aimé te faire oublier ta valeur. Les femmes respectent l'homme qui sait quand partir, pas celui qui supplie de rester. Si quelque chose blesse ta paix, ne le justifie pas, laisse-le partir. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu décides de ne pas tolérer. Défendre ta dignité, c'est te rappeler que ton essence ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la force intérieure qui te soutient. C'est savoir que tu peux aimer sans te perdre, donner sans t'humilier et te retirer sans rancune. La dignité ne te rend pas invincible, elle te rend libre. Et cette liberté est ce qui attire et respecte le plus une femme. Parce que l'homme qui se respecte lui-même enseigne au monde comment il doit être traité.
9. Retire-toi avec classe. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en restant, mais en sachant quand partir. Le retrait n'est pas toujours de la lâcheté. Souvent, c'est de la sagesse. Dans les relations, savoir partir sans rancune ni drame est l'un des actes les plus élégants et puissants qu'un homme puisse démontrer. Les femmes le remarquent, le ressentent et le respectent. Car celui qui sait se retirer avec classe démontre qu'il n'est pas lié par l'ego ou par le besoin, mais par la conscience de sa propre valeur. Parfois, la meilleure réponse à un défi est le silence et la distance. Quand une femme essaie de te provoquer, de te dévaloriser ou de manipuler tes émotions, elle n'a pas besoin d'un discours. Elle a besoin de voir si tu es capable de t'éloigner calmement. L'homme qui reste à discuter ou à supplier perd le contrôle, mais celui qui se retire avec dignité conserve son pouvoir. Car la maîtrise n'est pas chez celui qui convainc, mais chez celui qui ne se laisse pas entraîner par ce qui ne mérite plus son énergie. Se retirer avec classe ne signifie pas disparaître sans empathie, cela signifie reconnaître que tu as donné le meilleur de toi-même et qu'insister serait te perdre. C'est fermer la porte sans haine, sans mots en trop, sans rien prouver. C'est regarder en arrière avec sérénité en sachant que tu as gardé tes valeurs intactes. À ce moment-là, tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à gagner du respect. La femme peut ne pas l'admettre, mais au fond, elle comprend que le calme avec lequel tu t'éloignes pèse plus que n'importe quel discours émotionnel. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne savent pas lâcher prise à temps. Ils restent à essayer de réparer ce qui ne peut plus être réparé, demandant des explications qui ne changent rien, cherchant à fermer un cycle qui est déjà fermé. Et dans ce processus, ils perdent quelque chose de plus précieux que l'amour. Ils perdent leur paix. L'homme fort ne cherche pas à convaincre, il cherche à préserver son centre. Apprends à reconnaître quand une situation cesse d'être un défi et devient une usure. Quand cela arrive, le silence est la réponse la plus intelligente. Partir avec classe n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est comprendre que te retirer d'une personne, d'une discussion ou d'un environnement ne te rend pas faible, cela te rend libre. Le respect grandit dans l'esprit de celui qui voit que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui sait partir sans rancune laisse une empreinte profonde, car son calme montre la maturité et son silence révèle la force. La femme qui t'observe le faire le comprend immédiatement. Tu ne le fais pas parce que tu ne ressens rien, tu le fais parce que tu te respectes. Ne mendie jamais l'attention, ni l'amour, ni la compréhension. Tout ce qui est supplié perd de la valeur. L'homme qui sait quand faire un pas en arrière montre que sa dignité est au-dessus de l'orgueil. Te retirer avec classe est ton dernier mot sans rien dire. C'est montrer que tu maîtrises tes émotions, que tu sais quand fermer le cycle et continuer. Car celui qui part sans détruire gagne 2 fois. Il se sauve et s'élève. 10. Laisse tes actes parler. Les mots sont des promesses en l'air, mais les actes sont les fondations sur lesquelles le respect est construit. Chaque homme peut dire qu'il est fort, discipliné ou fiable, mais seules ses actions peuvent le confirmer. La femme le sait, c'est pourquoi elle observe plus qu'elle ne pose de questions. Chaque geste, chaque réaction et chaque décision lui révèle qui tu es vraiment. Elle ne se soucie pas de ce que tu dis que tu feras, elle se soucie de voir si tu le fais. C'est le vrai test. Dans un monde plein de bruit, le silence des actes a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes valeurs, il suffit de les vivre. Si tu promets quelque chose, tiens-le. Si tu parles de respect, montre-le même quand personne ne te regarde. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent la cohérence entre tes paroles et tes actes. Peut-être dis-tu que tu es calme, et elles cherchent à voir comment tu réagis quand quelque chose t'irrite. Peut-être dis-tu que les jeux mentaux ne t'affectent pas, et elles attendent le moment où l'un d'eux te touchera. Elles ne le font pas pour te détruire, mais pour découvrir si ce que tu dis a du poids, ou si c'est juste une façade. L'homme qui parle trop de lui-même montre clairement qu'il a besoin de validation. Mais celui qui agit fermement sans s'expliquer inspire le respect, parce que sa présence communique ce que ses mots taisent. Dans les relations, les actes constants valent plus que 1000 promesses.
Lorsque tu démontres le contrôle, la cohérence et le but, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton comportement parle pour toi, et c'est ce qui distingue l'homme mature de celui qui cherche l'approbation. Laisser tes actes parler implique aussi de savoir quand se taire. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une explication. Parfois, le silence est le message le plus percutant. Lorsqu'une femme te teste avec des provocations ou des doutes, ne discute pas pour te justifier. Garde ta position et laisse le temps révéler ta vérité. La cohérence est un langage qui n'a pas besoin de défense. Celui qui vit dans la vérité n'a pas peur d'être mal interprété parce qu'il sait que les faits le soutiennent. La crédibilité d'un homme ne se construit pas en un jour. Elle se gagne avec répétition. Chaque décision que tu prends renforce ou affaiblit ton image. Si tu promets le calme et réagis avec colère, si tu parles d'indépendance et supplies de l'attention, si tu prêches le respect et le perds dans une discussion, ta parole se vide. Mais si tu agis avec constance, même en silence, ta présence parle plus fort que n'importe quel discours. Le respect ne se réclame pas, il s'inspire. La femme qui observe tes actes sent qu'elle est face à quelqu'un de réel, pas face à un personnage. Parce que les actes ne mentent pas, ne se maquillent pas, ne se tiennent pas sans vérité. Laisse ton comportement être ta voix, que ta sérénité soit ta réponse et que ta cohérence soit ta réputation. Au final, l'homme qui permet à ses actions de parler ne cherche pas à prouver. Il cherche simplement à vivre avec honneur. Et cela, dans un monde plein de mots vides, est la chose la plus attrayante qui existe. Merci d'être resté jusqu'à... La vie ne cherche pas à te plaire, elle cherche à te réveiller. Chaque coup, chaque perte et chaque déception sont des messages déguisés en douleur. Tout ce qui t'arrive a une fonction, même si parfois il est douloureux de le reconnaître. La souffrance n'arrive pas pour te punir, mais pour te former. Et si tu continues à fuir, tu ne comprendras jamais qui tu es, ni pourquoi tu es ici. Le but n'apparaît pas dans les jours faciles. Il apparaît lorsque la réalité te force à regarder à l'intérieur. Quand le silence pèse plus que les mots et que la vie te pousse jusqu'à te forcer à changer. C'est là que commence la compréhension. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je dois apprendre de cela ?» Le stoïcisme enseigne que rien n'est un hasard. Chaque expérience, même les plus dures, fait partie d'un ordre plus grand, d'une raison que l'âme ne comprend pas encore. Ce qui semble être le chaos est une leçon en cours. Ce qui fait mal aujourd'hui sera ta base demain. La vie ne te prend pas, elle te prépare. Elle ne te détruit pas, elle te forme. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui cherchent de la clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en but, d'utiliser le feu comme un outil, pas comme une condamnation. Si tu es prêt à voir le sens derrière chaque expérience, ce voyage te changera, parce que tout ce qui est vécu a un but. Ce qui blesse enseigne, ce qui fait mal transforme, et ce que tu croyais perdu en réalité te guidait vers ta véritable force. 1. Accepte la douleur et apprends d'elle. La douleur est comme un feu qui ne demande pas la permission de brûler. Elle arrive, consume, transforme et laisse des marques qui, si tu sais les lire, deviennent les cicatrices les plus sages de ta vie. Mais la plupart fuient ce feu, essayant de l'éteindre avec des distractions, du déni, des excuses. Ils ne comprennent pas que la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner ce que tu as encore besoin d'apprendre. La vie n'utilise pas de mots doux pour éveiller la conscience. Elle utilise des pertes, des déceptions, des fins abruptes et des silences prolongés. Parce que parfois l'âme n'apprend que lorsque le corps ne peut plus soutenir le mensonge que tout va bien. Accepter la douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie reconnaître que ce qui s'est passé ne peut pas être changé, mais peut te transformer. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation la transforme en sagesse. Tout ce que tu nies te poursuit. Tout ce que tu comprends te libère. C'est pourquoi le stoïcisme insiste pour regarder l'adversité en face, non pas du point de vue de la victimisation, mais de la compréhension que la douleur fait partie du processus naturel de croissance humaine. Marc Aurèle a écrit que la pierre qui obstrue le chemin devient le chemin.
Et c'est là l'essence de la force intérieure, utiliser les obstacles comme matière première pour la transformation. Chaque expérience douloureuse vient avec un message caché. Peut-être que cet amour qui est parti t'enseignait à ne pas mendier d'affection. Peut-être que la trahison qui t'a brisé t'a montré qui tu étais vraiment sans le masque de la dépendance. Peut-être que cette perte qui a tant fait mal t'a appris que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Tout ce qui fait mal te pousse vers une version plus honnête de toi-même, une qui ne cherche plus à tout comprendre, mais à tout accepter avec sérénité. La maturité n'arrive pas quand tu surmontes la douleur, mais quand tu apprends à marcher avec elle sans te laisser consumer. Accepter la douleur ne t'affaiblit pas, elle te purifie. Elle te dépouille d'illusions, d'attentes, de dépendances inutiles. Elle te force à affronter ton propre reflet sans fioriture ni excuse. Et là, dans cette nudité émotionnelle, commence la reconstruction. Parce que la douleur t'arrache la peau du superficiel pour te montrer l'essentiel. Il n'y a pas d'autre chemin vers la force que de traverser la fragilité. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu n'as pas affronté la tempête de l'âme. Le stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas ce qui se passe, mais qu'il contrôle sa réponse. Et cette réponse définit son destin. Lorsque tu choisis d'apprendre de la douleur, tu deviens un observateur de la vie, pas sa victime. Tu commences à voir que chaque difficulté apporte une opportunité de te connaître davantage, de discipliner ton esprit, de forger ton esprit. Et c'est le but caché de chaque blessure, te transformer en quelqu'un de plus conscient, de plus résistant, de plus sage. Accepter la douleur, c'est accepter la vie telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. C'est reconnaître que le feu brûle, mais purifie aussi. Que la blessure fait mal, mais enseigne aussi. Que chaque chute révèle une force que tu ne connaissais pas. Quand tu arrives à regarder la douleur sans peur, tu te rends compte qu'elle a toujours été ton professeur le plus honnête. Elle n'est pas venue pour te punir. Elle est venue pour te montrer ce que tu n'avais pas encore appris à voir. Accepter la douleur et apprendre d'elle n'est pas un acte de capitulation, c'est un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres continuent à fuir, tu choisis de rester, de regarder, de comprendre. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui te fait mal pour devenir l'architecte de ta propre croissance. 2. Entraîne ton esprit avec discipline. L'esprit est comme un champ sauvage qui, s'il n'est pas cultivé, se remplit de mauvaises herbes. Des pensées incontrôlées, des émotions débordantes, des peurs qui surgissent là où devraient me pousser des certitudes. Beaucoup cherchent à dominer le monde extérieur sans avoir appris à gouverner leur propre intérieur et finissent par être esclaves de ce qu'ils pensent et ressentent. Le véritable entraînement ne commence pas dans la salle de sport, ni dans la routine quotidienne. Il commence dans la tête, où chaque pensée décide si tu avances ou te sabotes. La plupart se lèvent et laissent leur esprit prendre le contrôle sans filtre. Ils pensent n'importe quoi, ressentent n'importe quoi, réagissent comme bon leur semble. Ils se fâchent parce que quelqu'un n'a pas répondu à un message. Ils se frustrent parce que quelque chose n'a pas marché comme prévu. Ils se comparent à ce qu'ils voient sur un écran. Et c'est ainsi qu'ils vivent, totalement dominés par des impulsions qu'ils ne remettent même pas en question. Mais le stoïcien ne permet pas cela. Le stoïcien comprend que l'esprit est son principal outil, et que s'il ne l'entraîne pas, c'est lui qui l'entraînera. Entraîner l'esprit avec discipline, c'est observer tes pensées sans t'identifier à elles. C'est remarquer quand une émotion essaie de manipuler ton comportement et avoir la force suffisante pour ne pas lui obéir. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger. L'esprit est puissant, mais il a besoin de direction. Sans discipline, il devient un ennemi silencieux qui te sabote avec des excuses, des doutes et des peurs. Avec discipline, il devient le soldat le plus loyal que tu auras à ton avantage. Chaque jour offre l'opportunité de s'entraîner. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de ne pas réagir. Quand tu ressens de la peur et que tu décides d'avancer quand même. Quand tu es fatigué et que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais. Ces moments invisibles sont ton véritable gymnase mental. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de motivations externes, tu as besoin de constance.
Ce que tu fais tous les jours façonne ton caractère beaucoup plus que ce que tu penses de temps en temps. L'esprit discipliné ne cherche pas le plaisir immédiat, il cherche un but. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il évalue, comprend, décide. Quand tu entraînes ton esprit, tu apprends à répondre intelligemment plutôt qu'à réagir impulsivement. Tu apprends à penser avant de parler, à écouter avant de juger, à agir avant de renoncer. C'est la différence entre celui qui vit à la dérive et celui qui prend le contrôle de son destin. La philosophie stoïcienne enseigne que la liberté commence par la pensée. Si tu es esclave de tes émotions, aucun argent, succès ou pouvoir ne peut te sauver. Si tu maîtrises ton esprit, aucune circonstance extérieure ne peut te renverser. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être conscient, de ne pas laisser le chaos interne se refléter dans tes décisions. Le calme est le résultat d'un esprit entraîné, pas d'une vie sans problème. Entraîner l'esprit n'est pas une tâche d'un jour, c'est un engagement de vie. Cela nécessite de la discipline, de la patience et de la connaissance de soi. C'est se lever chaque matin avec la décision de ne pas se laisser vaincre par ce que tu ressens, mais de te guider parce que tu sais être juste. Parce que quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta réalité. Tout le reste, succès, paix, force, vient en conséquence. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une graine. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu sèmes le courage, tu récolteras la liberté. Entraîne ton esprit comme celui qui entraîne un muscle, avec constance, avec rigueur, avec amour pour le processus. Ne cherche pas des résultats rapides, cherche l'évolution. L'esprit ne se conquiert pas une fois, il se conquiert tous les jours. Et quand tu y parviens, aucun obstacle extérieur ne sera plus fort que ton maîtrise interne. 3. Écris pour organiser tes pensées. Le chaos mental ressemble à une pièce sombre, remplie d'objets en désordre. Tu trébuches sur tes idées, tu te heurtes à tes émotions et tu ne sais pas par où commencer à nettoyer. Écrire allume la lumière. Cela ne résout pas le désordre immédiatement, mais cela te permet de voir ce qui était auparavant caché. Chaque mot mis sur papier est une façon de sortir du corps ce que l'âme ne sait pas comment traiter. Quand tu écris, tu organises le bruit intérieur et tu donnes forme à l'invisible. L'esprit accumule trop. Pensées non fermées, émotions non exprimées, conversations restées en suspens, peurs qui ne sont pas nommées. Tout cela devient un poids. L'écriture n'est pas seulement une pratique intellectuelle, c'est une forme de décompression émotionnelle. En écrivant, l'esprit lâche prise. Le chaos commence à avoir une structure. Et quand tu comprends, tu peux transformer. Le stoïcisme enseignait que la réflexion écrite était essentielle pour vivre avec clarté. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses méditations étaient une façon d'organiser son esprit avant de faire face à la journée. C'est de la discipline mentale en action. Se regarder sans mentir, analyser ses propres jugements, corriger le cap. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour le faire. Il suffit de prendre un cahier et d'écrire ce qui te fait mal, ce qui te confond, ce que tu ne comprends pas de toi. Parce que dans cette sincérité silencieuse naît la lucidité. Écrire ne s'agit pas toujours de trouver des réponses, mais d'apprendre à formuler les bonnes questions. L'esprit a besoin de direction, et les mots la fournissent. En écrivant, tu te sépares de la pensée répétitive. Tu la regardes de l'extérieur. Et cet acte de distance te permet de répondre avec sagesse au lieu de réagir impulsivement. Chaque phrase écrite est une conversation entre celui que tu étais et celui que tu essaies d'être. Quand une émotion te domine, écris-la. Quand une idée te poursuit, écris-la. Quand tu ne sais pas quoi faire, écris ce que tu ressens sans filtre. Ne cherche pas le style, cherche la vérité. Le papier ne te juge pas, il reflète simplement ce qui est vraiment à l'intérieur. Et quand tu vois ton intérieur traduit en mots, quelque chose change. Tu te rends compte que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que beaucoup de soucis ne sont que du bruit, et que tes émotions, quand elles sont comprises, perdent leur pouvoir sur toi. L'écriture quotidienne est un exercice d'autogouvernement. Elle t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction. Elle t'apprend à reconnaître les schémas mentaux, à détecter les pièges de l'ego, à séparer ce que tu peux contrôler
de ce que tu ne peux pas. Écrire est une façon d'observer l'âme avec précision. Et celui qui observe avec attention s'améliore. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser mieux. Et cela n'est possible que lorsque la pensée est organisée en dehors de la tête. Au final, écrire est une forme de méditation active. Alors que d'autres se noient dans la confusion, tu t'assois, tu écris et tu libères. Ce qui fait mal se dissout dans les mots. Ce qui pèse devient léger. Ce qui était sombre s'éclaire avec l'encre. Peu importe si personne ne le lit. L'important est que tu te lises toi-même. Chaque ligne écrite est une façon de guérir, de te connaître, de maîtriser le chaos interne. Parce que celui qui écrit avec sincérité cesse d'être l'esclave de la pensée et devient son observateur. Et quand tu y parviens, l'esprit cesse d'être un labyrinthe et se transforme en une carte. Écrire n'est pas un passe-temps, c'est un outil de transformation. C'est le miroir le plus honnête que tu auras et la preuve la plus silencieuse de ta croissance intérieure. 4. Transforme ton dialogue interne. Il y a une voix qui t'accompagne depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. Ce n'est pas celle du monde extérieur, c'est celle qui habite dans ton esprit. Cette voix peut te soulever ou te détruire. Elle peut transformer un problème en une opportunité ou une opportunité en un échec anticipé. Ce que tu te dis à toi-même en silence a plus de pouvoir que n'importe quel mot que tu entends des autres. L'esprit répète ce en quoi il croit le plus. Et si ton dialogue interne est contaminé, tu finiras par vivre dans tes propres limites. L'ennemi le plus persistant n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit dans l'écho de tes pensées, dans des phrases que tu as apprises quand tu étais enfant, dans des blessures qui n'ont jamais guéri. Cette voix qui te dit « tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu vas échouer » n'est pas la tienne. C'est le reflet des expériences non résolues et des insécurités que d'autres ont laissées en toi. Transformer ton dialogue interne n'est pas l'ignorer, c'est le rééduquer. C'est prendre la voix qui te freinait avant et la transformer en celle qui te pousse. Chaque pensée répétée devient une croyance. Si tous les jours tu te parles avec culpabilité, tu finis par agir comme si tu ne méritais rien de bon. Si tu te parles avec peur, tu commences à voir du danger partout. Mais si tu commences à te parler avec respect, ton esprit commence à croire que tu es capable. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un fait psychologique. Le langage façonne la perception, et la perception façonne la réalité. Le stoïcisme le savait. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'être humain, mais l'interprétation qu'il en fait. Ton dialogue interne est cette interprétation. Le transformer nécessite de la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu n'observes pas. Commence par écouter comment tu te parles quand quelque chose va mal. Tu te blâmes ou tu te comprends. Tu t'insultes ou tu te corriges. Tu t'enfonces ou tu t'analyses. La différence entre celui qui se détruit et celui qui grandit réside dans la façon dont il se parle à lui-même après une erreur. L'autocritique sans compassion paralyse, mais la réflexion avec fermeté construit le caractère. La voix intérieure doit être exigeante, mais aussi juste. Te parler clairement ne signifie pas te mentir avec des phrases de motivation vides. Cela signifie reconnaître tes erreurs sans les transformer en condamnation. Te dire la vérité sans te mépriser pour cela. L'esprit a besoin de direction, pas de punition. Si chaque pensée devient une bataille, tu t'épuises. Mais si tu apprends à transformer cette voix en ton allié, tu récupères du pouvoir. Parce que celui qui se parle avec équilibre se gouverne lui-même. Et celui qui se gouverne est libre. Le dialogue interne peut être un outil d'entraînement mental. Avant de réagir, respire et parle-toi. Avant de renoncer, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Avant de perdre ton calme, répète que tu contrôles ta réponse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Chaque pensée consciente remplace une pensée automatique. Chaque phrase d'autocontrôle remplace une phrase d'autodestruction. Avec le temps, cette voix cesse d'être ton ennemi et devient ton guide. Transformer ton dialogue interne, c'est cesser d'être le bourreau de ton esprit et devenir son mentor. C'est comprendre que la force ne réside pas dans le fait de faire taire la voix négative, mais dans le fait de lui apprendre à parler avec sagesse.
Parce que tu ne peux pas éliminer tes pensées, mais tu peux leur apprendre à te servir plutôt qu'à te saboter. Au final, la façon dont tu te parles détermine la façon dont tu vis. Si ton esprit est un lieu hostile, aucun accomplissement ne sera suffisant. Mais si tu le transformes en un espace d'ordre et de compréhension, aucune difficulté ne pourra te briser. 5. Renforce ton caractère avec des micro-habitudes. Le caractère ne se forge pas dans les grands moments, mais dans les petits actes que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Chaque décision quotidienne, aussi minime soit-elle, est un coup de ciseau sur la pierre de ton identité. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de maîtriser l'ordinaire. Car alors que la majorité attend un changement soudain, le stoïcien sait que la transformation naît dans la constance silencieuse. Beaucoup veulent de la force intérieure, mais peu sont prêts à la construire pas à pas. Ils pensent que le caractère vient de l'inspiration ou de la chance, alors qu'en réalité, il se forme avec des habitudes simples et répétées jusqu'à l'épuisement. Se réveiller à l'heure que tu as dite, tenir tes promesses, finir ce que tu as commencé. Chaque acte de discipline est une déclaration de pouvoir sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'un nouvel engagement envers la cohérence. Les micro-habitudes sont la structure invisible qui soutient ta croissance. Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent la stabilité. Elles ne poursuivent pas des résultats immédiats, elles cherchent une transformation permanente. Si chaque jour tu t'améliores un peu, tu renforces la partie de toi qui ne renonce pas. L'esprit apprend par la répétition, l'âme par l'intention. Et lorsque les deux travaillent ensemble, le changement devient inévitable. Le stoïcisme ne propose pas de grands gestes héroïques, il propose la constance de l'autocontrôle. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. La sagesse et le caractère se construisent dans la pratique quotidienne. Le micro-habitude de réfléchir avant de parler, de remercier avant de se plaindre, d'agir avant de regretter, sont les bases d'une vie solide. Chaque choix minime que tu fais consciemment renforce le muscle invisible de la volonté. Le problème est que beaucoup attendent la motivation pour agir, alors qu'en réalité, l'action constante génère la motivation. Tu ne te renforces pas parce que tu penses faire, mais parce que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Le caractère grandit lorsque tu tiens tes promesses, même si personne ne t'applaudit. Il est facile de rester ferme lorsque tout va bien. Mais la véritable discipline se mesure lorsque tu es fatigué, découragé ou seul. Si tu peux maintenir le cap dans ces moments, tu formes quelque chose d'inébranlable. Les micro-habitudes sont aussi une forme de résistance au chaos. Dans un monde où la distraction domine, celui qui parvient à maintenir son focus quotidien devient invulnérable. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de changer la façon dont tu vis un seul jour et de le répéter. Chaque matin est une occasion de réaffirmer qui tu es et chaque soir une occasion de corriger ce qui a échoué sans perdre foi en toi. Renforcer le caractère ne signifie pas être parfait, mais être constant. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, mais il n'y a pas non plus de faux pas qui ne puissent t'apprendre quelque chose si tu sais l'observer. Chaque erreur peut devenir un rappel de ce que tu dois encore améliorer, et chaque amélioration, un témoignage que tu avances. La somme de ces petits pas crée une stabilité qu'aucun coup externe ne peut briser. Le caractère n'est pas un don, c'est une conséquence. Une conséquence de choisir la discipline plutôt que le confort, l'action plutôt que l'excuse, la cohérence plutôt que l'impulsion. Les micro-habitudes ne changent pas seulement ta routine, elles changent ta perception. Elles t'apprennent à avoir confiance en toi, à te respecter, à te soutenir, même lorsque personne ne le fait. Et c'est la base de la véritable force. Savoir que tu es capable de tenir ta parole, même si personne ne te regarde. 6. Réponds avec calme, pas avec impulsion. Les émotions sont comme des vagues qui frappent fort quand tu t'y attends le moins. Si tu n'apprends pas à rester ferme, elles t'emportent sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu observes avant de bouger, tu découvres que la vague perd de sa puissance quand tu ne lui fais pas face avec résistance, mais avec équilibre. Dans la vie, le calme ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise.
Et celui qui maîtrise sa réaction a plus de pouvoir que celui qui domine les autres. Chaque jour, tu es exposé à des provocations, des injustices, des mots qui blessent et des moments qui défient ta patience. La plupart réagissent sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou la peur, comme si l'impulsion était plus forte que la raison. Cependant, les stoïciens comprenaient que la réaction immédiate est le plus grand ennemi de la sagesse. Parce que la première pensée vient de l'instinct, mais la réponse consciente vient du caractère. La différence entre les deux définit ton destin. Répondre avec calme n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le comprendre. L'émotion ne disparaît pas parce que tu l'ignores, elle se dissout quand tu la comprends. Si quelqu'un t'offense, l'esprit non entraîné cherche à rendre le coup. Mais l'esprit discipliné observe l'émotion, la reconnaît et choisit de ne pas lui obéir. Cette pause entre l'impulsion et l'action est là où réside ta liberté. Le stoïcien n'agit pas pour se défouler, il agit pour garder son pouvoir interne intact. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la capacité de voir la situation complète avant d'agir. Dans la guerre émotionnelle, celui qui se laisse emporter par la rage perd le contrôle. Celui qui attend et analyse gagne. Parce que le calme te permet de répondre depuis la raison, pas depuis la blessure. Et quand tes décisions ne naissent pas de la colère ni de la peur, mais de la clarté, ta vie commence à changer. Chaque conflit devient une opportunité de pratiquer la maîtrise personnelle. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui ne se laissent pas gouverner par ce qu'elles ressentent. Le calme est la forme de force la plus élevée. N'importe qui peut crier, jurer ou réagir, mais seul celui qui a le contrôle de son esprit peut rester composé au milieu du chaos. C'est la vraie victoire. Rester en paix alors que tout autour de toi cherche à te perturber. Pratiquer le calme nécessite de l'entraînement. Commence par observer tes émotions comme si elles étaient des visiteurs. La colère arrive, tu la reconnais, tu la laisses passer. La peur arrive, tu l'observes, tu ne la nourris pas. La tristesse arrive, tu l'écoutes, mais tu ne t'identifies pas à elle. L'émotion perd de sa puissance quand tu ne la transformes pas en action. Cette habitude quotidienne d'observer sans réagir façonne un esprit stable, un esprit qui ne se brise pas face à l'imprévu. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce qu'ils font. C'est l'essence du stoïcisme. La vie ne s'arrêtera pas pour que tu respires. Alors apprends à le faire au milieu de la tempête. Quand tu choisis de répondre avec calme, tu évites non seulement des erreurs, mais tu envoies aussi un message à ton subconscient. Tu es le patron ici. Et cette sensation de contrôle de soi renforce ta confiance, ta clarté et ton but. Répondre avec calme ne te rend pas indifférent, ça te rend sage. Ça te permet de conserver de l'énergie, de garder ton focus et d'agir avec intelligence. L'impulsion dépense, le calme conserve. L'impulsion blesse, le calme guérit. Et chaque fois que tu choisis le calme, tu renforces le muscle le plus important de tous, l'esprit. 7. Trouve un sens à chaque situation. La vie ne t'explique pas toujours pourquoi les choses arrivent. Parfois, elles semblent injustes, chaotiques ou même absurdes. Mais derrière chaque moment se cache une direction qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. C'est comme marcher sous une tempête. Tu ne comprends pas où tu vas, mais tu continues d'avancer. Quand la tempête passe, tu regardes en arrière et tu comprends que tout ce que tu as vécu avait un sens. C'est le but. Non pas un objectif que tu poursuis, mais une compréhension que tu découvres en avançant. L'être humain souffre plus à chercher un sens immédiat à la douleur qu'à la douleur elle-même. Nous voulons des réponses instantanées, des explications logiques à ce qui fait mal. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le but ne se révèle pas toujours sur le moment. Parfois, il se construit avec le temps. Ce qui aujourd'hui semble une perte, demain devient une direction. Ce qui aujourd'hui semble un échec, demain sera la base de ta force. Chaque expérience, même les plus dures, est conçue pour te façonner vers quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir. Le stoïcisme enseigne que rien n'arrive en dehors de l'ordre du logos, cette raison universelle qui soutient tout. Si tu lui fais confiance, tu comprends que rien n'est dû au hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, bon ou mauvais, a une fonction.
Il n'y a pas de chance, il y a la préparation qui te permet d'utiliser chaque circonstance comme un outil. Celui qui vit en cherchant un sens à ce qu'il ne peut pas contrôler finit par s'épuiser. Mais celui qui choisit de trouver un sens à tout ce qu'il vit, quel que soit le résultat, découvre une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Trouver un sens ne signifie pas justifier la souffrance, mais la transformer en apprentissage. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'utiliser comme une boussole. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, le but peut être d'apprendre à lâcher prise. Quand tu fais face au rejet, le but peut être de renforcer ton estime de toi. Quand tu échoues, le but peut être de développer la patience ou l'humilité. La vie ne te donne pas ce que tu demandes, elle te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Et cette différence change tout. Le but n'est pas une destination, c'est une façon de voir. C'est une attitude face à l'existence. C'est comprendre que chaque situation, même la plus inconfortable, a quelque chose à t'apprendre. Si tu observes attentivement, tu verras que les pires périodes de ta vie ont été celles qui t'ont le plus transformé. Elles t'ont brisé, oui, mais elles t'ont aussi montré ce dont tu es vraiment capable. Et quand tu comprends cela, la peur de perdre ou d'échouer disparaît, parce que tu reconnais que tout a de la valeur, même ce qui fait mal. Vivre avec un but ne nécessite pas de grandes révélations. Parfois, il est dans la simplicité, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, donner le meilleur de toi-même dans ton travail même si personne ne le remarque, tenir ta parole même si c'est difficile. Le but se trouve dans la cohérence quotidienne, pas dans les grands discours. Chaque action que tu accomplis avec un sens renforce ton lien avec la vie. Et quand tu vis avec un but, chaque obstacle devient une partie du chemin, pas un détour. Le manque de but rend l'âme malade. Sans lui, les difficultés sont ressenties comme des punitions, les succès comme des vides et la routine comme une condamnation. Mais quand tu comprends que tout ce que tu vis a un sens, même les jours les plus gris prennent de la valeur. Le stoïcien n'a pas besoin que la vie soit facile, il a besoin qu'elle soit significative. Parce que le but n'est pas que tout se passe bien, mais de tirer quelque chose de bon de tout ce qui se passe. Trouver un sens à chaque situation, c'est décider que rien de ce qui arrive n'est vain. C'est regarder en arrière et comprendre que tout a servi. C'est regarder en avant et savoir que quoi qu'il arrive, tu continueras à apprendre. 8. Forge ton caractère comme un sculpteur. Chaque être humain naît avec un bloc brut. Certains le regardent et se plaignent de sa forme. D'autres l'abandonnent et blâment le monde pour son poids. Mais il y a ceux qui prennent le ciseau et commencent à sculpter. Coupe après coup, erreur après correction, ils donnent forme à ce qu'ils étaient destinés à être. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas en attendant que la vie te sculpte, mais en prenant toi-même les outils pour le faire. Chaque expérience est un coup de ciseau, et chaque choix conscient est une ligne qui définit la figure de ton âme. Le caractère ne s'hérite pas, il se construit. Il ne naît pas du talent, mais de la volonté. La société moderne valorise plus l'image que la substance. Mais le stoïcien comprend que la vraie valeur réside dans ce qui n'est pas vu. L'intégrité, la tempérance, la force. Il n'y a pas de sculpteur qui travaille sans résistance, comme il n'y a pas de caractère qui grandit sans douleur. Le processus de formation implique d'accepter qu'une partie de toi doit se briser pour révéler ce qui est en dessous. La perfection n'existe pas, mais l'authenticité, oui. Et elle n'est atteinte que lorsque tu oses te modeler avec patience et intention. Forger le caractère, c'est se confronter à soi-même tous les jours. C'est regarder tes défauts sans excuse, tes peurs sans évasion, tes erreurs sans dramatisation. Le monde te mettra à l'épreuve, mais la plus grande bataille sera toujours avec toi-même. La voix qui te dit « je ne peux pas » est la pierre la plus dure à sculpter. Et chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu laisses une empreinte sur cette roche interne. Personne ne peut le faire pour toi. L'autodiscipline, l'honnêteté, la cohérence ne s'achètent ni ne s'héritent, elles se gagnent avec la pratique. Le sculpteur ne se désespère pas lorsque le coup ne sort pas comme prévu. Il observe, ajuste, réessaie. Il en va de même pour toi. Chaque échec n'est pas un recul, c'est une correction de forme. Si tu t'impatientes, tu détruis l'œuvre. Si tu persévères, tu la perfectionnes. L'esprit impatient veut des résultats,
Mais l'âme sage cherche l'évolution. Et le caractère est précisément cela, la sculpture qui émerge du temps, de l'effort et du silence. Forger le caractère signifie aussi apprendre à supporter l'inconfort. Nous vivons à une époque où tout est recherché rapidement, facilement et sans effort. Mais la force intérieure ne se construit pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, alors qu'il serait plus facile d'abandonner, ton caractère se renforce. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la commodité, tu te définis. Chaque fois que tu supportes sans perdre ta dignité, tu t'élèves. L'acier ne durcit pas sans feu, ni l'âme sans défi. Le stoïcien voyait la vie comme une opportunité constante de se sculpter. Il ne se plaignait pas du marteau de l'adversité, il l'acceptait comme faisant partie du processus. Parce qu'il savait que sans résistance, il n'y a pas de forme. Et sans forme, il n'y a pas de but. La vraie force ne consiste pas à ne pas se briser, mais à se modeler sous pression. Celui qui comprend cela cesse de maudire ses épreuves et commence à les remercier, car il voit en elles l'opportunité de se perfectionner. Ton caractère est l'empreinte que tu laisses lorsque la vie te met à l'épreuve. Il ne se définit pas par tes réalisations, mais par ta capacité à rester intègre, même lorsque personne ne te reconnaît. Le caractère est l'œuvre la plus importante que tu feras, et aussi la seule qui ne se termine jamais. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à polir, quelque chose à apprendre. Forger ton caractère comme un sculpteur, c'est t'engager dans ton évolution. C'est accepter que chaque jour, tu peux être meilleur qu'hier. Non pas pour le prouver, mais pour honorer le processus de devenir quelqu'un de plus sage et de plus fort. Parce qu'à la fin, lorsque la vie cessera de te frapper, ce qui restera ne sera pas le bloc qu'on t'a donné, mais la figure que tu as choisi de créer avec tes décisions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.